Charles-Henri Guérin, je suis consultant formateur chez Zenica. Je touche un peu à tout, voilà, du back, du front, du Node, du Go, du GCP, du AWS, enfin plein de choses. Et j'aime bien découvrir des nouvelles choses et aussi régler des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on va vous parler de CTF aujourd'hui pour casser des choses et voir comment ça fonctionne dedans. Et donc, Pierre Yvaillet, je suis consultant et formateur également chez Zenica, donc un peu touche à tout aussi. En ce moment, je fais plus particulièrement de l'accompagnement DevOps chez les clients autour de Docker, Kubernetes, ce genre de choses. Mais ce que j'aime bien faire sur mon temps libre, c'est faire ce qu'on appelle des CTF, donc des challenges de sécurité, où l'objectif, c'est de comprendre quelles sont les failles d'un site, comment sont cachées des choses pour les retrouver. Donc, c'est à cette occasion-là qu'on a fait le challenge Richelieu parce que le cardinal Richelieu était féru de cryptographie et donc il a eu des challenges à son nom. Pardon. Et petit disclaimer juste avant de commencer, on n'est pas du tout expert en sécurité. Voilà, on aime beaucoup ce domaine, on s'y intéresse beaucoup. Donc, ce que vous allez voir, c'est pas forcément la meilleure solution. Voilà, il y a plein de solutions qui existent en ligne. On vous racontera ça à la fin du talk. Et on espère que vous allez apprécier cette petite présentation. Merci à vous et à tout à l'heure pour les questions. À tout à l'heure. Super, merci. Donc, bienvenue pour ce talk. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement rentrer dans le vif du sujet et ouvrir le site internet du Challenge Richelieu. Donc, c'est une épreuve qui était offerte par la DGSE en 2019. Et donc, le point d'entrée, c'était ce site internet du Challenge Richelieu. Je sais pas vous, moi, quand je vois ce genre de site, mon premier réflexe, c'est d'aller regarder les sources. C'est parti. Clic Donc, droit. On inspecte parce qu'il me propose que ça pour le moment. Ça s'ouvre. Ok. Commence à avoir des sources. Euh, Regarde le head. Bon, pas grand ouais. chose dans le head. On voit qu'il y a un no-script. Ok. Un premier tag script. Et là, on voit un petit peu de JS. Un login avec la valeur rien, password avec nothing, et puis une comparaison qui ne peut pas avoir lieu. Et on voit que ça nous redirige vers un fichier qui s'appelle Richelieu PDF. Et ce fichier-là, on peut le télécharger. Donc pour gagner du temps, on l'a déjà téléchargé. Ici, si je fais un preview dessus, je vais même l'ouvrir d'ailleurs, on voit déjà qu'il y a plusieurs pages blanches. Il y a même beaucoup de pages. Bon, je vais pas aller jusqu'en bas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et on voit aussi qu'on peut sélectionner du texte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ce texte, enfin, il y a quelque chose qu'on peut sectionner, mais on n'arrive pas vraiment à le voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un utilitaire qui s'appelle PDF to text et qui va nous permettre tout simplement d'extraire le texte du PDF. Donc là, vous voyez, je l'ai passé sur le PDF, j'ai mis que je voulais juste le début. On voit le même texte qui était visible dans le PDF et on voit surtout des choses qui sont intéressantes à la suite. Donc c'est tronqué, bien évidemment, parce que j'ai pas tout mis. Mais on voit un extrait de quelque chose qui ressemble quand même pas mal à du Base64. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire tout ce texte. Hop, on va le faire comme ça. Donc PDF to text, il va directement créer un fichier TXT avec tout le texte extrait. C'est ce que je vais retrouver si je vais ici. Ouais. Je vais sélectionner toutes ces lignes qui sont pas ce qui m'intéresse. Et puis là, en fait, je vais avoir du Base64, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sauvegarder et on va l'extraire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce type de commande, mais c'est des commandes assez classiques. Quand j'ai un fichier encodé en Base64, pour le déchiffrer, je vais le faire comme ça. Ok, donc j'ai un fichier qui est un fichier qui s'appelle mystère. Si je regarde quel est le type de ce fichier, ah, on me dit que c'est un JPEG. Très bien. Alors on va aller voir. Ouais, tout simplement. Parce que là, il y a que moi qui ai la main en fait. Fichier mystère, je fais un preview. Et là, on voit le cardinal. Bon, il propose de l'ouvrir avec TextEdit, mais on va pas faire ça. Si je fais un clic droit et que je fais
Bon, il me propose pas preview. Browser, search, preview. Bon, ok, il veut pas l'ouvrir avec preview. Ce qu'on va faire, c'est, euh, je vais mettre .jpeg à la fin. Add. Ok, open with preview. Ok, donc là, on le voit. Bon, il doit certainement y avoir quelque chose de caché dans cette image. Euh, on a tout plein de possibilités pour chercher. On va vous montrer directement celle qu'on a trouvée, tout simplement pour gagner du temps, parce qu'on est dans un temps limité. Bien évidemment, on en a épuisé quelques autres avant d'en arriver là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un utilitaire qui s'appelle Beanwalk. Beanwalk, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller regarder sur un fichier. Attends, j'ai fait une bêtise. Il veut pas. Pourquoi il me parle de JPEG? Bon, attends. Voilà, pardon. Donc, sur ce fichier, en fait, tout simplement, si on exécute Beanwalk, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir le fichier et il va essayer de trouver s'il voit des signatures d'autres fichiers connus dans le fichier. C'est-à-dire, comme s'il y avait un petit peu une sorte d'inception des fichiers cachés dans le fichier. Et là, c'est très intéressant parce qu'il nous dit qu'en fait, dans le fichier JPEG, il trouve un fichier zip. Pourquoi? Parce qu'en fait, un fichier JPEG, de par la structure du fichier, si vous rajoutez d'autres fichiers à la fin du JPEG, le contenu d'autres fichiers, ça ne va pas du tout gêner l'affichage de l'image ni rien. Vous pouvez aller mettre des fichiers à la suite collés à la fin d'un fichier JPEG. Ça restera un fichier image valide et vous pourrez comme ça cacher d'autres types de fichiers. Là, on voit que c'est un point zip. Alors en plus, c'est assez particulier parce que du coup, si j'essaye de faire directement un unzip sur ce fichier-là, il va bien vouloir essayer de l'unzipper. En revanche, il me demande un mot de passe. Ah, alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, si je regarde un petit peu plus la description de ce fichier, c'est-à-dire tout simplement en faisant un unzip.v, il va m'afficher des commentaires sur chaque fichier compressé et ainsi de suite. Et là, en fait, je trouve quelque chose qui est drôlement intéressant, c'est qu'il me dit le mot de passe de cette archive est DGSE. Donc, tout simplement, je vais unzipper le fichier, cette fois-ci en lui fournissant le mot de passe. Premier flag. Très bien. Donc là, effectivement, on a eu un premier flag. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est dans ce genre de challenge, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les flags ont un format reconnaissable où il y a le nom du challenge ou l'organisateur du challenge avec des accolades autour du flag. Donc ce format-là, c'est typiquement vraiment qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant. C'est très pratique parce que quand on est dans ce genre de challenge, on a souvent du mal à savoir si on est sur une bonne piste ou pas. Et quand on a ce genre d'indication, on sait qu'on est sur une bonne piste et on va pouvoir continuer. Donc là, j'ai récupéré tout un tas de fichiers, donc un bash history, un suite.zip, un prime.txt, public key, bon, enfin voilà. Et je Bah, reprends la main. c'est ça. Donc on va regarder le bash history. Et du coup, le bash history, ça va être l'ensemble des commandes qui ont été réalisées dans un terminal. Et là, on voit un petit clin d'œil, commence par 1337, donc lit en lead speak. Ce qu'on va faire, c'est que nous, quand on est tombé sur ça, en fait, on a commencé par la première ligne et on a tout lu jusqu'à la dernière. Là, on va plutôt faire l'inverse parce que ça va nous éviter de nous emmêler les pinceaux. On va partir du résultat et on va remonter petit à petit vers la première commande qui a été réalisée. Alors, la dernière commande, on voit que c'est un chiffrement avec OpenSSL en RSA qui chiffre un fichier qui s'appelle mot de passe gpg.txt et qui en ressort un mot de passe.gpg.txt.enc. Donc on voit qu'il a été chiffré avec une clé publique, donc input file, output file, que c'est du RSA. Ok, donc si on regarde, dans les fichiers, on a bien le txt enc ici, et on n'a pas le point txt évidemment, vu que de toute façon, c'est ça qu'on va devoir retrouver.
Si on regarde l'ensemble de commandes qu'il y a au-dessus, à partir de la ligne 1339 jusqu'à 1347, ce qu'on voit, c'est qu'on a un fichier prime.txt donc qui contient un nombre premier, comme son nom l'indique, et on voit qu'il y a eu des permutations dessus. Et on voit que ce nombre premier, en fait, il vient de l'extraction de la clé privée au format texte. Donc en fait, il y a une paire de clés privées publiques qui a été créée en RSA 4096 et on a récupéré un nombre premier de cette clé-là. Donc je vais vous montrer un petit schéma juste voilà, pour qu'on ait une meilleure vue de ce qui s'est passé. Alors, je sais plus dans quoi on a mis l'image. Et là, je spoil. C'était quoi déjà? C'était. RSA. Je sais plus. C'est pas un- RSA TXT. Merci. Bon. Alors, ce qui se passe en général quand on utilise des clés privées et clés publiques, c'est pour échanger des messages de manière sécurisée, chiffrée. Donc en gros, on a Alice a une paire de clés privées publiques, Bob a une paire de clés privées publiques, et en fait, pour que Bob puisse communiquer avec Alice, Bob va utiliser la clé publique d'Alice, et Alice, elle, pour pouvoir lire ses messages, va utiliser sa clé privée. Donc la clé privée, il n'y a que Alice qui la possède, et la clé publique, c'est toutes les autres personnes qui veulent communiquer avec elle qui vont utiliser la clé publique pour communiquer avec Alice. Donc dans la clé publique, on va retrouver deux choses, l'exposant de chiffrement et le module de chiffrement. Ces valeurs en général ne changent pas. Dans la clé privée, on va retrouver l'exposant de déchiffrement et deux nombres premiers. Alors ce qui est intéressant, c'est que les exposants et modules ne changent pas, et on va le prouver qu'ils n'ont pas été modifiés. Et on a récupéré un nombre premier, et donc on devrait être capable, en gros, à partir des informations qu'on a avec la clé publique et l'exposant de déchiffrement plus un nombre premier, être capable de récupérer Q, en fait, qui est le deuxième nombre premier. Sauf que le problème, c'est que si on regarde le bash history, en fait, le nombre premier, il y a eu des permutations et en fait, on a perdu de l'info. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on l'a fait bêtement. Parce qu'en général, dans des CTF, on tente des trucs au cas où, si c'est tout con, on le teste en premier, et puis si c'est pas ça, on se creuse les méninges. Et le premier truc qu'on a fait, c'est qu'en gros, on a fait les permutations à l'envers. Le truc, c'est que, par exemple, sur cette ligne-ci, on voit qu'on remplace les 7F par FB. Donc si on remplace ensuite tous les FB par 7F, il y a peut-être des FB qui étaient présents avant, et donc on va perdre de l'information. Donc on ne peut pas faire ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un algo, on l'a fait en JS, qui va tester toutes les permutations, et qui va utiliser un script qui s'appelle rsatools.py. Alors je peux vous le montrer. Voilà, c'est un script qu'on a trouvé en faisant des recherches sur Internet qui permet de reconstruire une clé privée à partir d'une clé publique et d'un nombre premier. Donc on voit l'exposant par défaut qui est là, 65 537. Voilà. En gros, on lui passe plusieurs informations, dont le module, le nombre premier, et voilà. Et donc ce qu'on va faire, je vais aussi vous montrer juste le script node. Non, le test SH, je vais vous montrer en premier, pour que vous ayez une idée. Donc on retrouve le module de chiffrement. Enfin, le module, il vient de la clé publique, et donc Ouais. c'est vraiment, il est propre à cette clé publique, et il va être utilisé, dans notre cas, il est utilisé pour le chiffrement. Pour le Il va nous chiffrement. permettre de déduire la clé privée.
le nombre premier, qu'en fait on récupère en premier paramètre et on le transforme d'une base hexadécimale, une base 16 à une base 10 décimale. On lance le RSA Tools donc avec le nombre premier qu'on récupère en paramètre plus le module, et on lui dit écrit la clé privée, donc ça va nous générer une clé privée, et ensuite cette clé privée on va venir la tester directement avec OpenSSL, mais cette fois en decrypt. Et ça c'est le fichier test.js qui va faire ça pour nous. Donc on retrouve nos permutations qu'on a repris du fichier bash history. Le nombre premier, ça c'est l'équivalent du prime txt qu'on voit dans l'input là. Et après notre algo qui fait des permutations. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Si ça vous intéresse, on pourra mettre à disposition le fichier, mais pour là, il n'y a pas besoin de faire plus. Et en gros, on voit ici que pour chaque permutation, on va lancer le test SH avec l'input, et quand ce sera OK, on affichera found. Voilà, donc on a mis un peu de temps avant de trouver tout ça. C'était pas aussi rapide que là, je suis en train de vous le dire. Donc, non, avec Node plutôt, parce que je crois qu'on l'a pas mis en exécutable. Je le lance. Faut que tu te mettes dans le répertoire. Et il faut que je me mette dans le répertoire, évidemment. Parce que sinon, il n'aura pas la clé privée. Qu'on a disposé, on a mis à disposition la clé privée dans le répertoire. Node, là j'ai directement test. Ok. Alors, pourquoi c'est aussi rapide? Parce que on a triché, on a mis la solution en premier. Parce qu'en réalité, si on regarde, on avait un test.log. Voilà, c'était à peu près après les 1200, donc histoire de gagner du temps, on l'a mis en tout premier, comme ça vous avez directement la solution. Mais si on regarde la trace, donc on voit toutes les informations qu'on a en entrée, les permutations, et puis après on sort des logs tous les, je sais pas combien, tous les 100 je crois. Et puis quand on a fini, paf, on a le buffer qui correspond à la clé privée. Et donc le test TSH a été appelé. Et donc si on regarde, on a bien le mot de passe TXT. Donc il a bien créé le private key. Et il a bien déchiffré le mot de passe GPG, TXT, ENC en mot de passe. Donc voilà. On a ici le mot de passe. Et on voit bien qu'il y a marqué DGSE avec le flag. Donc on sait qu'on est sur la bonne piste. Si on revient sur le bash history, parce que pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'il y a une image qui a été chiffrée avec GPG, une clé symétrique. Donc en fait, le mot de passe qui est utilisé dans la commande GPG, c'est celui qui a été mis vraisemblablement dans le fichier TXT qui a été chiffré. Donc là, on vient de le déchiffrer. On a récupéré le mot de passe. Donc on va pouvoir déchiffrer le fichier LSB, RGB, PNG, ENC avec ce mot de passe pour pouvoir récupérer le fichier d'origine qui semble être une image PNG. Je me demande vraiment ce que c'est que cette image. Attends, j'ai pas fait la commande. Donc, justement. passe-phrase file avec l'endroit où est le fichier, juste pour éviter de faire des copier-coller. Hop, ok. Je trie. Ok, je le vois bien. Si je repasse de l'autre côté, je ferme donc l'ancien fichier. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah bah dis donc, le cardinal en couleur. C'est vraiment étrange. Hein. Encore une image, mais en couleur. Alors cette fois-ci, pour gérer cette image-là, on a des indications dans le nom de l'image. Donc je vous avais dit tout à l'heure, quand on avait la première image, qu'on vous avait raccourci certaines méthodes d'extraction d'informations d'une image qui n'étaient pas les bonnes. Là, il va y en avoir une autre. Ça va être ce qu'on appelle la stéganographie. Donc, si je vous mets tout simplement la définition de la stéganographie telle qu'on la retrouve sur Wikipédia, c'est l'art de la dissimulation. Son objet est de faire passer inaperçu un message dans un autre message.
qu'elle se distingue de la cryptographie qui cherche à rendre un message inintelligible. Donc, c'est pas exactement la même chose. Là, dans notre cas, c'est bien une information qui va être cachée dans l'image. Comment elle va être cachée? On a une image, vous savez comment sont codées les images, avec des pixels et avec des canaux, enfin avec des informations sous forme d'octets pour chaque couleur sur les canaux RGB. Et en fait, là, le nom de l'image, il nous suggère qu'on a utilisé le bit de poids faible, c'est-à-dire le Least Significant Bit, donc le LSB, des canaux RGB de l'image.png. D'accord? Et qu'on a caché de l'information dedans. Enfin, quand on a l'habitude de la stéganographie, c'est ce genre d'information que nous suggère le nom de l'image. L'avantage, c'est qu'on a un outil qui s'appelle zsteg, qui va nous permettre tout simplement de tester si on peut trouver de l'information codée de cette façon-là dans l'image. Donc zsteg, lui, il peut tester plein de façons de dissimuler l'information dans une image. Donc là, on lui dit bien de chercher la partie sur le bit de poids faible, sur les 3 canaux R, G et B, et donc le LSB, à nouveau pour le Least Significant Bit, ça pourrait être sur le bit de poids fort, mais là, du coup, vous auriez forcément un impact sur les couleurs de l'image. L'avantage de faire ça sur le bit de poids faible, c'est que vous avez très peu de différence entre 2 nuances de couleurs où vous avez juste fait changer la plus faible valeur, en fait. Typiquement, si vous avez l'habitude de faire du CSS, quand vous changez les dernières parties de votre couleur codée en hexa, ça ne change pas grand-chose. Là, c'est vraiment ça, on va jouer sur cette partie-là. Donc, je vais le lancer et je vais lui demander de chercher. Alors, pourquoi je lui demande de chercher plusieurs façons quand même? Parce que malgré les précisions de dire que je cherche sur le bit de poids faible sur les canaux RGB, il peut aussi chercher à composer des informations dans différents ordres. Est-ce qu'il va parcourir l'image de haut en bas, de gauche à droite, en spirale, ainsi de suite? Il y a tout un tas de possibilités. Et ce que va faire zsteg, c'est qu'il va toutes les faire. Donc là, ce qui est intéressant, alors je vais me faire en même temps, je vais lancer l'étape d'après parce qu'elle est un peu plus longue et je vais pouvoir vous expliquer quelques trucs en même temps. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il a trouvé, en parcourant l'image en Y et en X, il a trouvé quelque chose qui est du texte. Donc là, vous voyez, on trouve du texte avec un préambule avec des zéros, 2 points, et puis ensuite des valeurs hexadécimales. Ça ressemble à un dump hexadécimal d'un fichier. Et puis en plus, on voit autre chose qui est intéressant, c'est un point elf qui, en gros, nous montre que .elf, c'est le format exécutable des fichiers Linux, tout simplement. Donc là, du coup, il a réussi à m'extraire des informations. Si je vous montre vraiment le contenu du fichier, il me dit que c'est de l'ASCII texte, ce qui est rassurant, c'est ce que je voulais. Et effectivement, on a bien, en fait, c'est vraiment un dump hexadécimal d'un fichier qui serait en binaire. Donc, vous voyez, on voit tout un tas de choses, et comme je le disais, donc on retrouve le préambule elf, qui veut dire que on est sur un fichier exécutable pour Linux. Donc il y a vraiment un truc classique. Ah, Du bruit. ouais. Par contre, ça c'est dommage, il y a du bruit à la fin. Donc il va falloir faire un petit peu de nettoyage. Ouais, il va falloir je m'y expression colle. régulière. Ouais. Bon, vas-y. Parce que du coup, si on reprend le fichier, ce qu'on a vu, c'est que ça commence par 8 caractères alphanumériques suivis de 2 points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder que ces lignes-là. Donc là, bon, j'ai de l'autocomplétion vu que je l'ai déjà écrit. En gros, ça ressemble à ça. Commence par des caractères alphanumériques, 8 positions, 2 points. Et puis on fait ça dans un fichier clean. Et on le reverse, du coup, pour en récupérer un fichier binaire. Hop. Sauf que ce fichier binaire là, je sais pas si vous savez, mais là, on est sous Mac. Donc on pourra pas le lancer. Il va falloir lancer, pas ça, mais hop, ici. Ouais, il faut lui... Évidemment. On va le rendre exécutable. Et là, il nous dit qu'il faut lui passer un mot de passe. Toto. Ok. On regarde ces chaînes.
Il n'y a pas strings. Je te laisse la main. Alors, ce qu'on va faire effectivement, c'est qu'on va regarder les chaînes de caractères qui sont contenues dans ce fichier, parce qu'avec un peu de chance, on trouvera directement le mot de passe. D'accord? Pas de chance. On peut parcourir comme ça. Est-ce que tu On fais une voit. recherche sur DGSE? Est-ce que tu trouveras un truc? Ah oui, on peut faire ça effectivement. GSE. Bah, Non. non, rien du tout. Ah, mais attends. Par contre, là, ce que je vois, c'est qu'en fait, le binaire tel qu'il est, il a été packé. Je sais pas si vous voyez le message qu'il y a là au milieu de l'écran. En gros, il dit This file is packed with the ALD executable packer. Alors, pour vous expliquer, on a fait un petit schéma. Si, c'est ça. En gros, le packer, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va vous dissimuler un exécutable dans un autre. On pourrait comparer ça presque à un minifieur en JS. Sauf qu'un minifieur, comment dire, c'est compliqué d'inverser sa manipulation finalement. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a un exécutable original avec son header qui dit que c'est un exécutable pour Linux. Et quand on va le passer dans un packer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compresser l'exécutable original. Il va mettre à la fin du fichier le code qui va servir à l'unpacker. Et quand on va exécuter le fichier, c'est d'abord l'unpacker qui va s'exécuter, qui va décompresser le contenu réel du fichier en mémoire et qui va passer l'exécution à cette partie-là. L'intérêt de faire ça, c'est que ça devient très compliqué de débugger un exécutable packé si vous ne l'avez pas unpacké avant. D'accord? Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'il va falloir l'unpacker. Bon, si j'essaye directement d'unpacker ce qui a été fait là, il va me dire qu'il Ça n'a pas marche été pas. packé par UPX. Ouais, moi, je pense qu'il a quand même été packé par UPX parce que ce qu'on voyait, il nous disait bien qu'à un moment, il y avait le site internet upx.sf.net. Mais il y a du ALD. Donc là-dessus, on a joué un peu aux devinettes et on y allait au bluff, mais on a eu de la chance, ça a marché. C'est qu'en fait, on a utilisé un utilitaire qui s'appelle BBE qui permet de faire des remplacements dans des fichiers binaires. Et tout simplement, on a allé faire des remplacements en brut de la chaîne ALD par UPX dans le binaire. C'est ce qui est fait ici. Et ce qui fait qu'après, si je réessaye d'unpacker cette fois-ci le fichier où on a remplacé les choses, Ça marche. et ben ça marche. Il nous dit qu'il a bien unpacké. Donc en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils l'avaient packé en utilisant UPX, qui est un des plus connus des packers. Et ils l'avaient changé après en modifiant toutes les occurrences d'UPX par ALD pour nous dissimuler les choses. Donc bon, là la bonne nouvelle, c'est que du coup c'est unpacké et on va pouvoir le débugger. Et pour ça, on va utiliser un utilitaire qui s'appelle Radar2. Oulala. Hop. J'ai eu des références avec Service Account, j'ai tellement eu peur. Mais c'est rien. Alors, donc ce qui se passe, c'est que là, on va reprendre notre UPX. Alors cette fois-ci, il va falloir lui donner quelques droits pour qu'on puisse l'écrire. Et on va aller regarder Avec R2. avec R2. Donc Radar2, c'est si vous aviez l'habitude de GDB, qui est le GNU Debugger, qui permet de désassembler des programmes compilés en C. Radar2, c'est un peu la même chose, mais il y a un côté Vim, dans le sens où c'est en plus très compliqué à manipuler, mais par contre, c'est extrêmement puissant. Donc la courbe d'apprentissage, elle est pas facile, mais je vous assure que ça vaut le coup. Donc on va faire une première chose qui va faire AA, c'est-à-dire il va lancer une analyse du binaire pour essayer de comprendre où sont les fonctions, où sont les différentes sections avec les chaînes de caractères, ainsi de suite. Ça va lui permettre de faire tout un tas de choses. Notamment, on pourrait comme ça afficher toute la liste des strings du fichier ou afficher la liste des fonctions qu'il connaît. Et notamment, là, on voit la fonction main. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller désassembler la fonction main. Pour ça, on fait pdf @main, on va lui dire désassemble-moi la fonction main. OK? Bravo. Ah, donc là, on voit des choses intéressantes. On voit que, alors je ne sais pas si vous voyez sur la gauche, dans la marge, on voit des petites flèches en fait et des petits diagrammes qui nous permettent de suivre le flux d'exécution du programme.
Notamment, on voit que il y a un cas où si on ne jump pas, on affiche mauvais mot de passe. Et si on jump, eh ben, on va aller directement sur la ligne, sur l'adresse 400B60 où il va nous afficher «Bravo, vous pouvez utiliser ce mot de passe pour la suite». Ce saut, il est fait en fonction d'un test qui est fait sur la partie 400, enfin, sur l'adresse 400B31 où il y a un test EAX. Et juste avant, il y a un appel de fonction à la fonction qui est à l'adresse 400AAE. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller regarder cette fonction-là parce que vraisemblablement, c'est sur celle-ci qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, on va aller sur cette fonction, hop, et on va tout simplement aller regarder ce qui se passe. Bon, alors là, j'ai fait la même chose que pour le main, seulement la fonction, elle est un peu plus grosse. Donc, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Ce qu'on va faire pour se simplifier la vie, c'est qu'on va utiliser justement les capacités de Radar 2 et notamment une partie qui est très intéressante qui nous permet d'avoir une recomposition graphique par bloc de ce que fait le programme. Donc pour ça, j'utilise AGF et tout simplement comme ça, il va me décomposer par bloc là où il a trouvé des boucles ou des blocs conditionnels, des jumps et il va me mettre ça en forme pour que je puisse tout simplement comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc si je fais ça, je vois que j'arrive dans la fonction, j'ai toute une étape d'initialisation, et après, alors là, je vois, il y a une condition de sortie là sur la gauche avec un test EX. J'ai un XOR, ce qui me suggère il y a quelque chose qu'on essaye d'encoder. C'est assez intéressant. Là, on ajoute des choses, donc comme si on faisait incrémenter des compteurs. Je vous le fais vraiment comme on l'a fait, hein. C'est-à-dire, faut se dire que quand on est face à ce genre de choses, bon, peut-être qu'il y a des gens qui sont professionnels vraiment là-dessus, mais nous, on y va un petit peu à tâtons, un petit peu à l'intuition, en se disant, OK, qu'est-ce qui se passe? Là, pour moi, ça, c'est une boucle, en fait. On ajoute un compteur, on fait un test, et si le test est validé, on sort, sinon, on revient en arrière. C'est ce qu'on voit ici. On revient sur ce bloc-là et on recontinue l'exécution. Donc en fait, si on regarde, on fait une boucle et au milieu de la boucle, la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci, où on fait un XOR entre ce qu'il y a à deux adresses. Donc ECX et ESI, si on regarde, il y a une partie qui doit être fournie en entrée de la fonction. Donc c'est ce qu'on voit ici, où en fait le premier argument de la fonction c'est RDI qu'on va aller mettre dans RSI. Et puis on voit, faut chercher la partie où ECX a été initialisé ou alors où il est modifié. Donc là on met quelque chose, une adresse dans RDX avec une chaîne de caractères. Et après ça on l'utilise où? Alors, je ne retrouve plus. Si, là, voilà. On compare ça ici. Et puis là, on va la remettre dans ESI, ESX. Il y a un truc en fait où on prend une chaîne de caractères, on fait un XOR avec donc la chaîne de caractères qui est là, on fait un XOR avec ce qui nous est passé en entrée et on décale comme ça de 1 bit et on fait la même chose avec la partie précédente. Ce qui va se passer, c'est tout simplement que nous, on s'est dit qu'on était feignant et que ça nous, comment dire, on trouvait ça pénible en fait de redérouler cet algo complètement à la main. Donc, ce qu'on a fait, enfin dans notre tête en fait, donc ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on l'a réimplémenté. On s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre cet algo grossièrement et le réimplémenter en C. Donc, c'est ce qu'on a fait avec ce Ici. programme-là. Donc en gros, on a extrait les chaînes de caractères qui étaient intéressantes, celles que je vous ai montrées là, qui étaient initialisées à un endroit. Et puis, on a juste refait l'algo pour que, au lieu de comparer l'entrée avec le mot de passe, il nous crache directement le mot de passe. Et donc, ce qui fait que si je vous
exécute directement ce programme, et ben, il va faire la même chose que ce qui a été fait dans l'autre et m'écrire directement le mot de passe, donc DGSE, donc je sais cette fois-ci que c'est encore le bon. Et donc ça va nous permettre de dézipper Le suite.zip. le suite.zip qui était, si vous avez bien suivi, un des premiers fichiers qu'on avait trouvé à Oui. partir de la première image. Et sinon, je sais pas si c'était forcément évident, mais en fait, on voyait dans le graphe qu'il y avait la fameuse chaîne, donc on voit dans la variable to, et on voyait qu'il y avait une autre chaîne où il y avait juste un 3. Donc voilà, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un décalage, en fait, on a mis le 3 au début, et donc ça enlève le dernier caractère, et puis après, voilà, et puis c'est ça, c'est le XOR qui a été fait comme ça. Parce que je sais pas si c'était évident sur le diagramme, il y avait un 3 Non, aussi. je suis peut-être allé un peu vite. Bon, Mais c'est vraiment compliqué à lire ce diagramme, donc voilà, en gros c'est ça qui a été fait. Effectivement, il y avait un suite.zip. D'ailleurs, est-ce que si on refait "-v sur le fichier mystère, voilà, il y avait bien un suite.zip qui était au tout début. Donc si on fait, on avait même pas essayé de le dézipper d'ailleurs. non, Et voilà. c'est vrai. Et donc là, on sait qu'on a le mot de passe. Hop, Bon, en vrai, quand on l'avait fait, on avait essayé de le tac. dézipper et on avait bien vu qu'il fallait un mot de passe. Et là, on se connecte sur une machine de la DGSE maintenant, avec un flag qui est un peu plus gros. Et sur le port 2222, parce que c'est pas le port 22 par défaut. Je pense qu'il voulait juste se cacher. Ce qu'on a fait, c'est que évidemment ces serveurs ils sont down, hein, ils n'existent plus. On a fait un fichier Vagrant en gros qui est à l'image en tout cas de ce que nous on a pu voir qu'il y avait sur la machine. Donc c'est pas forcément exact, mais c'est à son image. Pour vraiment se remettre dans le même contexte. Là, je copie le mot de passe. Ok, donc j'arrive en user Defiant. Vous voyez, on n'a même pas renommé le nom de la machine, on voit que c'est Debian Jessie. Voilà. Si je fais un ls, je vois qu'il y a du code qui ne devrait pas être là. Voilà, parce que c'est la solution, donc je vous l'enlève. On voit qu'il y a un drapeau txt et il y a un prog. Bon, vu qu'on est des petits cons, eh ben on va faire un cadre drapeau txt, mais forcément ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Il dit qu'on n'a pas le droit. Donc, si on regarde les droits, pour rappel, nous, on est user defi1, groupe defi1. Le drapeau txt est en lecture seule sur le user. Les autres, ils n'ont rien le droit de faire. User défie un drapeau, groupe défie un drapeau. Bah, nous, on peut pas le lire. Voilà. Donc ça confirme bien ce qu'on a vu, mais maintenant on sait pourquoi, parce qu'on n'est pas défi un-drapeau. On voit qu'il y a un exécutable qu'on peut lancer. Donc on va le lancer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, ce logiciel vous permet de lancer ces programmes utiles simplement. 1. Affichage de l'heure actuelle. Ok. Bon, on va faire le 3, parce qu'il y a un train. Ok. Un joli train. Mais en fait, ça, train, si je tape train, c'est la même chose. Donc du coup, est-ce que ce programme-là, il serait pas en fait en train de lancer des commandes à ma place? Si on regarde prog, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit le linker, hop, l'ellipse, hop, le message. Et là, on voit des commandes date, nous sommes le machin et les trucs, date, nombre de secondes depuis époque, et train. Et on voit que ces commandes-là, elles sont lancées de manière relative. Il n'y a pas le chemin en fait absolu vers le binaire sur lequel lancer. Donc en fait, si on fait les malins et qu'on modifie le pass en disant que en ayant notre propre fichier date, bah peut-être qu'il va lancer notre date. Sauf que si on revient, nous ne sommes pas défi un drapeau, lui il l'est. Donc, et aussi, ce qu'on voit c'est qu'il a le flag S là, comme SUID, ce qui fait que quand prog
va faire des syscalls en fait. Il va les faire en tant que défi un drapeau et pas en tant que défi 1. Donc, pour résumer, ce que je peux faire, c'est... est-ce qu'on va droit au but? Ah, il est 38 minutes, on va aller droit au but parce que sinon... Hop, ça fait plus longtemps que j'ai pas fait de C. Hop, Unisthétique. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de tout, mais bon. Ouais, souvent, ces deux-là, c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'on ait besoin du Carax et Argv. On va juste faire ça. Bon, je vais quand même. Hop. Drapeau.txt, ça doit être bien. Il te manque un point virgule. Il te manque un point virgule. Ah ouais, bah ouais. Puis l'habitude. Est-ce que ça compile? Ça compile. On a bien un A.out. Ce A.out, allez, je mets bien le petit train. Je vais le renommer en train. J'aurais pu faire un tiret haut, mais tant pis. Ok. Si je le lance, lui, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, moi, j'ai pas le droit, parce qu'il est lancé avec défi 1. Ok. Et on a dit que on modifiait le pass. Donc, je vais dire hop, et je vais remettre le pass existant à la fin. Ce qui fait que quand Prog va lancer train, il devrait lancer le mien. Boum! Donc là, il a bien réussi à l'avoir. Et donc, on a la suite avec la deuxième machine, défi 2 et le nouveau flag. Mais en réalité, on n'a pas eu assez de temps pour terminer le challenge. On avait une idée de ce qu'il fallait faire, sauf qu'on n'avait pas encore les réelles compétences pour le faire. En gros, il fallait faire du ROP, donc Return Oriented Programming, c'est-à-dire faire déborder la pile pour modifier le flux d'exécution d'un programme. Et ça, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc si ce genre de défi vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les ressources qu'on vous met ici. Notamment le dernier, ce que disait Charlie, pour apprendre le Return Oriented Programming, le ROP. Donc ROP Imperium qui est très bien pour apprendre ça. RootMe qui permet d'apprendre des choses, mais là pour le coup vraiment plus large sur la stéganographie, sur les exploits côté client, côté serveur, les scripts, ce genre de choses. Et CTF Time qui permet d'avoir des informations régulières sur les CTF qui sont organisés. Et après, ce qui est très intéressant aussi, ce qu'on appelle les write-up, donc c'est-à-dire un peu comme ce qu'on vous a fait là à l'oral, mais plutôt sous forme d'article, où on a un retour sur ce qui a été trouvé par les participants et comment ils l'ont trouvé. Donc très intéressant pour progresser. On espère que la présentation vous a plu, que c'était pas trop technique, et puis normalement on doit être disponible pour les questions en live. Et on l'a réduit de 20 minutes, donc j'espère que ça a resté compréhensible, parce qu'on a dû faire beaucoup plus vite que ce qu'on fait d'habitude. En vous remerciant, et on attend vos questions. Merci à vous. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour à tous les deux. Combien de temps au total pour aboutir à ça? Alors, on nous a déjà posé la question et je crois qu'à chaque fois, on s'en souvient plus. C'était à raison de 1 heure un vendredi par semaine, quoi. Quand on se retrouvait à l'agence le vendredi, en fait, on prenait un peu de temps pour bosser dessus. On l'a fait sur peut-être 3 semaines, 4 semaines, je sais plus. Ouais, on a fait un peu plus que ça, je pense. Mais on n'a pas pris au début. Donc, je dirais 6-7 heures, quelque chose comme ça, avec un petit peu de recherche à côté quand même. D'accord, très bien. Merci. Oui, bonjour. Vous aviez déjà des compétences en assembleur?
Pas vraiment. Pas vraiment? Moi, un petit peu, mais très lointaine. Fallu les rafraîchir. Maintenant, ça va, elles sont rafraîchies. Parce que c'est pas simple à lire hein, quand même. Pardon? Non, je disais, c'est pas très simple à lire. Non, Ouais. non, clairement, ça marche beaucoup par pattern. On arrive à identifier des choses, des motifs qu'on reconnaît, ce genre de choses. Faut en voir régulièrement pour pouvoir le lire, quoi. On a une autre question. Oui, bonjour, merci pour la présentation, c'était super. Moi, j'aime bien quand c'est bien technique. Et du coup, sur le concours, sur capture de flag, vous avez capturé combien de flags? Vous avez fini à quel classement? J'ai pas bien entendu. Ouais, j'ai Désolé. pas compris non Oui, plus. sur le capture de flag, vous avez capturé combien de flags? Vous avez fini combien au classement? Alors sur celui-ci, il n'y avait pas de classement en fait. C'était vraiment, on capturait les flags au fur et à mesure qui servaient de password pour la suite. Il n'y avait pas, il y avait pas de board intermédiaire. Et on a vu des write-up après où le dernier flag en fait c'était une adresse email particulière de la DGSE, parce que c'était donc organisé par la DGSE, pour les contacter et pour postuler en fait. Ouais, c'était pour des candidatures. D'accord. Ça. Ok. Merci. Mais c'est vrai que, enfin, d'habitude dans les CTF, il y a souvent un board avec un score, ce genre de choses. Par exemple, au stick, qui a eu lieu il y a Ouais. pas longtemps, qu'on a fait aussi, il y a ce genre de choses. Mais là, on sait même pas combien il y a eu de participants, en fait. C'est ce qu'on disait, vu qu'il n'y a pas de board, rien, on ne sait pas grand-chose de qui l'a fait ou pas et comment les gens ont réussi. Et le stick, on a fait 4 sur 6, je crois. On en a réussi 4 sur 6. Ouais. Bravo.